En RDC, l'opposition a de nouveau appelé ses partisans à manifester ce mardi pour réclamer le départ du président Joseph Kabila, ceci en dépit de l'interdiction des rassemblements par le pouvoir. Au Zimbabwe, l'état-major de l'armée a officiellement annoncé lundi la fin du coup de force qui a mis fin au règne de Robert Mugabe. Elle a par la même occasion remercié les Zimbabwéens pour leur soutien, leur patience et leur compréhension. Au Bénin, la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre préoccupe des experts nationaux et internationaux. Ils sont en conclave à Cotonou à cet effet. Bonjour à chacun, bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous de cette session d'information sur Sika en République démocratique du Congo. L'opposition a de nouveau appelé ses partisans à manifester ce mardi pour réclamer le départ du président Joseph Kabila, ceci en dépit de l'interdiction des rassemblements par le pouvoir central. Cette marche a pour objectif d'exiger la tenue des élections d'ici la fin de cette année, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Reportage. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti historique de l'opposition congolaise, a maintenu sa manifestation prévue ce mardi en dépit de l'interdiction des rassemblements par le pouvoir. Objectif, exiger la tenue des élections d'ici la fin de cette année, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Selon cet accord entre pouvoir et opposition conclu sous l'égide de l'épiscopat le 31 décembre 2016, des élections devaient avoir lieu au plus tard en décembre 2017. Sous pression internationale, les autorités ont publié le 5 novembre dernier un calendrier fixant au 23 décembre 2018 la tenue de plusieurs scrutins, notamment la présidentielle, pour désigner le successeur du président Joseph Kabila, dont le deuxième et dernier mandat a pris fin le 20 décembre 2016. Mais les leaders de l'UDPS, qui ne reconnaissent pas ce calendrier officiel, estiment qu'il ne s'agit que d'une distraction. L'opposition congolaise, pilotée par l'UDPS, demande le départ du président Kabila dès la fin de cette année, estimant qu'il n'a aucune volonté d'organiser des élections. Le climat politique en République démocratique du Congo est très tendu à l'approche du 31 décembre 2017. L'opposition demande une transition sans Kabila après cette date. Au Zimbabwe, l'état-major de l'armée a officiellement annoncé lundi la fin du coup de force qui a mis fin le mois dernier à 37 ans de règne de l'ancien président Robert Mugabe. Occasion pour l'armée de remercier les Zimbabwéens pour leur soutien, leur patience, mais surtout leur compréhension pendant les 5 semaines qu'a duré l'opération. L'annonce a été faite par le commandant de l'armée de terre du pays, le général Philippe Valerio Sibanda. Les forces de défense et de sécurité ont prononcé la fin de l'opération Restaurer la légalité, une opération qui a précipité au mois de novembre dernier la fin du pouvoir de l'ancien président Robert Mugabe au Zimbabwe. Lors d'une conférence de presse au cours de laquelle la fin de l'opération a été annoncée, l'armée a remercié les Zimbabwéens pour leur soutien, leur patience et leur compréhension durant les 5 semaines de l'opération. Traditionnel soutien du régime Mugabe depuis l'indépendance du pays en 1980, les militaires sont intervenus dans la nuit du 14 au 15 novembre dans les rues de Harare pour dénoncer le limogeage du vice-président Emmerson Mnangagwa. Placé en résidence surveillée, Robert Mugabe va démissionner une semaine plus tard, lâché par son parti. Depuis, Emmerson Mnangagwa a été investi président du Zimbabwe jusqu'aux élections prévues en 2018. Le nouveau président a nommé plusieurs généraux dans son gouvernement et à l'état-major du parti au pouvoir, la ZANU-PF. Lui-même candidat de la ZANU-PF à la présidentielle, Emmerson Mnangagwa a promis des élections libres et justes, mais ses critiques en doutent, rappelant qu'il avait été l'un des exécuteurs de la répression ordonnée pendant l'ère Mugabe. Comment mettre en œuvre les procédures opérationnelles standards de prise en charge des personnes victimes de violences basées sur le genre? C'est la préoccupation qui rassemble pour 3 jours à Cotonou des experts nationaux et internationaux. Claire Stéphane Sacrameto a assisté à l'ouverture des travaux. Voici son compte rendu.
La situation des violences basées sur le genre préoccupe les décideurs et les experts des questions y afférentes. Pour réfléchir sur la mise en œuvre des procédures opérationnelles standards de prise en charge des victimes, l'Association Médecins du Monde a été mise à contribution. Ce sujet des violences basées sur le genre est un sujet brûlant d'actualité, produisant de multiples actions médiatiques et autres initiatives qui malheureusement s'effacent souvent à l'apparition d'un autre sujet de brûlante actualité. Nous souhaitons que cet atelier de réflexion commune nous amène à consolider des procédures opérationnelles durables et pérennes pour la reconnaissance des femmes victimes de violences, pour leur dignité et pour que justice leur soit rendue. L'ambassade des États-Unis au Bénin, partenaire clé, a plutôt mis en relief les besoins. Ces femmes ont besoin de soutien de l'ensemble du gouvernement du Bénin pour prévenir les actes de violence et s'en remettre, ainsi que pour traduire en justice leurs auteurs. Ces femmes ont besoin que le ministère de la Santé leur fournisse rapidement des soins médicaux d'urgence, traite leurs blessures et les IST et leur délivre des certificats médicaux. Les autorités sont conscientes de la gravité de cette situation au Bénin. Ces actes de violence sexuelle et physique, le mariage précoce, l'infanticide, l'excision, l'avortement sélectif et d'autres pratiques culturelles néfastes affectent les droits à la santé, l'éducation, la protection et le développement harmonieux. La mise en œuvre des procédures standardisées nationales de la prise en charge des victimes est donc la bienvenue. Vivement que cette rencontre ne soit pas une de plus et que les retombées se fassent visibles sur le terrain. On reste au Bénin où, à l'instar des autres pays du monde, la journée internationale de la couverture universelle en santé a été célébrée. Une occasion de faire le bilan des actions menées dans ce sens et surtout réfléchir aux aspects sur lesquels agir pour favoriser l'accès aux soins de santé à tous. Reportage. Tout a commencé par une caravane. Les Béninois, à travers cette marche, ont montré l'importance pour eux que leur pays atteigne la couverture universelle en santé. La société civile a une nouvelle fois saisi l'occasion pour réitérer la doléance tout en montrant le degré des besoins par le rappel des 4 piliers de la couverture sanitaire, à savoir un système de santé solide et bien géré, la fourniture de soins de qualité à coût abordable et accessible, l'accès aux médicaments et techniques médicales essentielles et enfin la répartition des effectifs suffisants de personnel de santé bien formé et motivé. La situation sanitaire au Bénin affiche un taux élevé de mortalité maternelle et infantile. La malnutrition est encore très répandue dans les couches les plus vulnérables. Il faut aussi ajouter l'insuffisance et la mauvaise répartition des agents de santé dans les formations sanitaires à divers niveaux de la pyramide sanitaire, sans occulter les fréquentes pénuries de produits pharmaceutiques. un message qui, semble-t-il, n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Je viens vous réitérer ici la volonté du gouvernement de rejoindre rapidement les pays qui ont atteint la couverture maladie universelle en santé. L'ARCHE, l'assurance de renforcement du capital humain, prévue dans le programme d'action du gouvernement, fait partie des dispositifs pour rapidement atteindre cette couverture universelle en santé. Assurer à chacun l'accès aux services de santé de qualité, c'est assurer le développement de toute la nation. Voilà, la Centrafrique à présent, le président Faustin Archange Touadéra a ordonné le règlement des 2 mois d'arriérés de salaire de novembre et décembre 2013, conséquence des négociations satisfaisantes avec le Fonds monétaire international. Vendredi dernier, en effet, le FMI a annoncé avoir approuvé le versement d'une 3e tranche d'un prêt de 40,2 millions de dollars, ainsi que l'augmentation de son programme d'aide à ce pays. Reportage.
Ces 2 mois de salaire impayés datent du régime du président Michel Djotodia, arrivé au pouvoir par les armes en 2013 à la tête de la coalition rebelle de l'Est-Séléka et qui avait dû quitter ses fonctions en 2014 sous la pression internationale. Cette décision du président Faustin Archange Touadéra d'ordonner le règlement des 2 mois d'arriérés de salaire de novembre et décembre 2013 est la conséquence des négociations satisfaisantes avec le Fonds monétaire international. En effet, l'institution de Bretton Woods a annoncé vendredi dernier avoir approuvé le versement d'une 3e tranche d'un prêt de 40,2 millions de dollars à la République centrafricaine, ainsi que l'augmentation de son programme d'aide à ce pays. Les fonctionnaires centrafricains cumulent également des arriérés de près de 2 ans sous les présidents André Kolimba et Ange-Félix Patassé. Le président Touadéra a demandé au gouvernement d'y travailler au nom de la continuité de l'État afin de mobiliser les ressources conséquentes à cet effet. Autre mesure annoncée ce week-end par le président Touadéra, la liquidation des arriérés commerciaux, précisément les créances dues aux fournisseurs et autres prestataires de services de l'État, dont le montant arrêté s'élève à 9 milliards de francs CFA, ceci dans un délai de 3 mois. L'engagement pris par le président français Emmanuel Macron de réinstaller d'ici 2019 3000 réfugiés africains en France a commencé par se concrétiser. Les premiers réfugiés que la France est allée chercher en Afrique sont arrivés lundi à l'aéroport de Roissy et 2 autres groupes sont attendus au cours de cette semaine. 19 personnes, des Soudanais ainsi qu'une famille centrafricaine sont arrivées lundi vers 6 h du matin en provenance de N'Djamena où ils vivaient dans des camps du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Je suis venu ici pour prendre le langue français et puis après quand je finis, il faut que je me débrouille un peu. Je cherche le travail, c'est ça que je souhaite. Je vais parler français, lire et écrire aussi. Les nouveaux arrivants qui ont reçu le document attestant de leur statut de réfugiés des mains de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont ensuite montés dans des cars en direction de Talles-Noirmoutier où ils seront logés dans un vaste couvent, en grande partie inoccupé, où vivent encore quelques religieuses. Ils y resteront 4 mois avant d'être orientés vers des logements durables. Le président Macron s'est engagé à ce qu'on accueille en France 3000 réfugiés depuis l'Afrique, donc les pays subsahariens. Et donc aujourd'hui, c'est les toutes premières personnes qui arrivent donc depuis le Tchad, 19. Demain, il y aura 25 personnes qui vont arriver du Niger. Ce sont des personnes qui ont été évacuées de Libye par le HCR au Niger et qui vont venir en France en tant que réfugiés. Et mercredi, on accueillera également une dizaine de personnes depuis le Tchad. Donc ça fera 56 personnes cette semaine qui seront les premiers des 3000 réinstallés d'Afrique. Ces réfugiés ont été identifiés d'abord par le HCR qui nous a proposé des familles, essentiellement en provenance de camps de l'est du Tchad ou du sud du Tchad. Et puis nous avons ensuite vérifié que ces personnes étaient bien éligibles au statut de réfugiés. L'idée de ce programme est d'empêcher que des personnes ne se mettent en danger en prenant la mer à partir de la Libye notamment pour se rendre en Europe. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée à chacun et à tous. Au revoir.